Un jour d'avril 1942, grâce au savoir-faire de l'ingénieur Robert Keller, 3 résistants espionnent en direct la voix d'Adolf Hitler qu'ils ont placée sur table d'écoute. Du fond de la cave d'un pavillon de Noisy-le-Grand, ils réalisent ainsi un exploit. Transmettre tous les secrets d'État aux services de renseignement français et britanniques en espionnant le Führer et ses sbires. Vous écoutez Le Troisième Reich sur table d'écoute, première partie. 23 juin 1940. La France vient de signer un armistice avec l'Allemagne. L'ennemi a envahi une grande partie du pays et occupe la capitale. Il est 6 heures du matin, dans un Paris désert. Hitler effectue un passage éclair dans cette ville qu'il a toujours rêvé de visiter. L'Opéra, la Concorde, la Madeleine, la Tour Eiffel sont au programme, comme l'Arc de Triomphe. Le Führer veut le même, mais 2 fois plus grand pour célébrer l'Allemagne victorieuse. Ce sera la première et la dernière fois qu'il verra Paris. À 8h30, il reprend son avion. Au PTT, 2 ingénieurs sont désespérés devant la carte des câbles téléphoniques. Le Reich a immédiatement pris possession de ces réseaux. L'un de ces 2 hommes est le capitaine Edmond Combaud, polytechnicien et officier du service de renseignement. J'avais troqué mon uniforme d'officier contre mon veston d'ingénieur des transmissions de l'État et je travaillais à Paris, 24 rue du Général Bertrand. Au PTT, il a retrouvé un ami, René Sueur, ingénieur à la direction des recherches. Tous 2 méditent devant les 2 lignes téléphoniques à grande distance qui relient la France à Berlin. Celle qui va de Paris à Sarrebruck en passant par Metz et celle qui va de Paris à Appenweier via Strasbourg. Nous savions que les armées allemandes, qui avaient pris sous leur contrôle absolu le réseau souterrain à grande distance de la zone occupée, utilisaient nos circuits pour leurs liaisons importantes avec un sentiment de complète sécurité. Ces 2 patriotes conviennent qu'ils se trouvent devant un moyen inestimable d'espionner l'ennemi. Les écoutes téléphoniques. Il faudrait pouvoir capter les conversations des Allemands sur ces 2 grandes lignes. Les nazis sont désormais les seuls à les utiliser pour leurs propres échanges, même les plus secrets. Transmettre ensuite aux Alliés les informations recueillies porterait un coup terrible à l'ennemi. René Sueur prend contact avec un officier de renseignement, le capitaine Léon Simoneau. Celui-ci fait partie des officiers des services de renseignement, le fameux SR, qui autour du colonel Louis Rivet ont juré de poursuivre la lutte contre l'ennemi malgré tout. Simoneau, basé officiellement à Vichy, travaille en fait clandestinement pour le SR. Immédiatement, Simoneau transmet l'accord de son service pour soutenir, notamment financièrement, tout projet d'écoute. Combaud et Sueur se mettent à étudier tous les moyens techniques possibles. Mais ils mesurent rapidement la complexité technique d'une telle entreprise. La seule possibilité envisageable, le piquage sauvage sur câble, consisterait à faire une dérivation des lignes vers des appareils permettant l'écoute. Mais accomplir un tel exploit sous les yeux même des Allemands paraît impossible. Combaud est découragé. L'homme qui pourrait réaliser un tel tour de force, assez compétent, intelligent, courageux au point de risquer sa vie, existe-t-il? Il existe. Je le connais bien. C'est l'ingénieur Robert Keller. En septembre 1941, les 2 instigateurs du projet rencontrent ce fameux Keller.
Des mains de travailleurs, des épaules larges, un visage finement ciselé qui portait toutes les marques d'une indomptable énergie. Une crinière dont les mèches s'élevaient au-dessus du front. Une force tranquille émanait de cet homme. Robert Keller a 42 ans. En 1917, à 18 ans, il s'est engagé dans la marine sur un dragueur de mines. La paix revenue, il est entré au PTT où il a passé le concours d'agent mécanicien. C'est en 1928 qu'il est affecté au service des lignes souterraines à grande distance, alors que le ciel de France commence à être sillonné de fils téléphoniques. Très vite, Keller connaît tout de ce matériel encore expérimental. L'année suivante, il est chef de la station d'amplification la plus proche de Paris, sur le câble Paris-Strasbourg. Tout en travaillant, il poursuit des études par correspondance et en 1931 réussit le concours d'ingénieur de travaux. Devenu chef du centre de relève des dérangements des lignes à Paris, il organise et met au point des moyens de transport et un outillage moderne. Keller est alors considéré comme le technicien français qui connaît le mieux le réseau de communication. Jour et nuit, Keller est prêt à intervenir. Si le travail est difficile, il est toujours sur le chantier. Tous le voient comme un homme de terrain, un homme de fer. Son service augmente considérablement entre 1932 et 1939. Avec l'extension du réseau, les câbles à longue distance atteignent 13 000 km. Quand la guerre éclate, Keller est donc devenu indispensable à l'armée française. Le réseau téléphonique est d'une importance vitale pour le haut commandement français, et le personnel du centre est mobilisé pour réparer tous les dégâts provoqués par les combats. Keller est partout, répartissant ses équipes selon les besoins. Le 12 mai 1940, les premières colonnes allemandes franchissent la Meuse et entrent dans Sedan. Le 16 mai 1940, en pleine débâcle, Keller dirige les hommes qui réparent le câble Paris-Lille endommagé par une bombe au bord de la Somme, à une centaine de mètres d'un pont. Sur l'autre rive, une foule de réfugiés défile et des soldats se replient. Un officier anglais dirige la destruction du pont afin de couper la route aux Allemands. N'écoutant que son courage, Keller fonce pour lui demander de retarder la mise à feu, le temps de mettre son équipe en sécurité. Keller retraverse le pont pour rejoindre ses hommes. Et là, il y a un malentendu. Car l'officier anglais déclenche l'explosion. Une déflagration d'une rare violence projette Keller sur la berge. Keller est blessé, mais malgré sa douleur, il se relève héroïquement et se précipite vers ses hommes. Il fait immédiatement monter ses techniciens dans le camion atelier et les conduit vers un autre pont, par un chemin détourné. Cet épisode lui vaudra une citation à l'ordre du régiment. Ces hommes, qui lui vouent depuis une reconnaissance et une confiance indéfectibles, l'appellent fraternellement le lion. Peut-être à cause de sa crinière, sans doute à cause de sa bravoure. L'ingénieur Sueur sait que Keller est entré en résistance dès les premières heures de la défaite. Le désastre militaire consommé, il a fait mettre à l'abri les principaux équipements et n'attendait qu'un ordre pour détruire les installations. Mais les Français sont pris de vitesse. Le 12 juin 1940, Paris est déclarée ville ouverte par son nouveau gouverneur militaire français, le général Dens, qui interdit toute destruction. Malgré tout, dans la nuit, Keller et un complice sillonnent les rues dans leur camionnette pour saboter les principaux câbles partant de Paris avant de rejoindre leur service replié sur la Loire. C'est un des premiers actes de résistance dans la capitale.
Le 22 juin 1940, dans la clairière de Rotonde en forêt de Compiègne, l'armistice est signé avec l'Allemagne dans le même wagon qui a servi pour celui de 1918. Dans le chaos général des premiers jours de l'occupation, les communications téléphoniques ont une importance capitale pour les nazis. Aussi, ceux-ci s'emparent-ils immédiatement des installations françaises. Le 20 juillet 1940, les services d'entretien des lignes souterraines à grande distance sont contraints de rentrer à Paris et reprendre leurs fonctions sur injonction de l'occupant. Les techniciens français doivent travailler sous le contrôle de superviseurs allemands, eux-mêmes sous l'œil de la Gestapo. Pour Keller, pourtant, cela n'empêche pas les actes de résistance. Fin août 1940, un avion de la Luftwaffe, rentrant d'un raid sur la Grande-Bretagne, se crache près d'une de ses équipes qui répare une ligne. Dans les débris de l'avion, les techniciens découvrent une carte indiquant les couloirs de passage des avions de la Royal Air Force, les implantations des batteries de DCA anglaises et divers autres renseignements. Keller fait parvenir ces documents de première importance aux Anglais. L'esprit de résistance de Robert Keller n'est donc plus approuvé. D'ailleurs, il est recruté par le réseau Vengeance, qui a mis sur pied des filières de passage de la ligne de démarcation. Fort par la suite de plus de 30 000 membres, le réseau Vengeance sera l'un des tout premiers réseaux de résistance. C'est cet homme hors du commun que découvrent Combault et Sueur en ce jour de septembre 1941. René Sueur lui expose dans le détail tout le processus technique de la mission qu'ils ont imaginée. Keller admet qu'il est impossible d'agir au niveau des stations d'amplification. Celles-ci jalonnent les lignes à grande distance tous les 50 à 80 km pour assurer, grâce à des amplificateurs, le maintien du niveau d'intensité de la transmission. Ces postes sont gardés par l'occupant comme des forteresses. Leurs fenêtres ont été murées et des barbelés renforcent les clôtures. Des gardes spéciaux assurent une surveillance constante. À l'intérieur, les techniciens français réquisitionnés à leur poste sont chacun flanqués d'un technicien allemand. Ils surveillaient les moindres gestes des vérificateurs français. Le personnel allemand est lui-même sous l'œil de la police militaire, sans compter les agents de la Gestapo qui infiltrent les équipes. Une chaîne de surveillance implacable. Il paraît tout aussi difficile d'agir sur les grands câbles et de faire dériver vers un poste d'écoute les voies qui y passent. Pourtant, sur le plan technique, on connaît toutes les étapes nécessaires. Keller, silencieux, a suivi attentivement, approuvé au fur et à mesure les détails d'exécution d'un hochement de tête. C'est Combault qui se charge de souligner l'extrême danger de l'opération. J'étais ému, plus que je n'aurais voulu le paraître, lorsque je m'adressais à lui pour insister une dernière fois sur les dangers de l'aventure. Robert Keller avait plus que tous les autres des raisons d'hésiter. Il songeait à sa femme et à ses 4 enfants. J'insistais et lui disais « Vous pouvez prendre le temps de réfléchir ». Le lion accepte de jouer le tout pour le tout. Il a dans son équipe des hommes capables d'un tel engagement et prêts à le suivre en toutes circonstances. Il pense aux fidèles parmi les fidèles, en particulier aux 2 chefs d'équipe Laurent Matron et Pierre Guilloux, au vérificateur Georges Lobreau. Lui aussi était à ses côtés lors de la bataille de France. Keller sait aussi qu'il faudra agir hors de toute protection. Sous aucun prétexte, il ne faudrait que soit compromis le directeur des télécommunications, favorable à l'esprit de résistance, mais qui doit défendre tous ses services face à l'occupant. À partir de ce moment, tout repose sur Keller, alias la source K. C'est la ligne à grande distance Paris-Metz qui est choisie. Combault se charge du soutien financier fourni par le service de renseignement et du local où installer le poste d'écoute. Il trouve un pavillon à louer à 19 km de Paris, à Noisy-le-Grand, dans la Grand Rue,
à 6 mètres du câble sur lequel on prévoit d'intervenir. Il n'y a pas de maison mitoyenne et le sous-sol surplombe légèrement la route nationale sous laquelle passe le câble. De son côté, le SR recrute les opérateurs qui devront pratiquer les écoutes. Ils doivent non seulement comprendre parfaitement l'allemand, mais pratiquer la sténo et connaître l'organisation de la Wehrmacht, les structures et le fonctionnement du Troisième Reich. Les noms et fonctions de ces dignitaires. Ajoutons à cela rapidité, endurance, sens de l'initiative, courage et abnégation face au danger. Le premier recruté, le sergent-chef Édouard Young, est un prisonnier libéré d'un stalag en tant qu'Alsacien. C'est un jeune spécialiste des transmissions, ardent patriote, auquel on a fait suivre une formation accélérée. Young est muni de papiers d'identité en bonne et due forme, et grâce à la compagnie d'assurance La Nationale, d'une carte professionnelle d'inspecteur. Young s'installe à Noisy-le-Grand. Aussitôt, sous prétexte d'une fuite dans les canalisations, il creuse une tranchée qui va de la maison à la haie jouxtant la route. Puis il perce un trou dans le mur du sous-sol par lequel devra passer la dérivation. Pendant ce temps, Keller est chargé de la préparation du 3e volet de l'opération, le plus périlleux. La mise en œuvre de la dérivation elle-même. Le travail sur des centaines de fils, sous surveillance allemande. Il a étudié à fond les schémas, précisé rigoureusement le lieu de l'intervention et mis au point toutes les manœuvres à effectuer. Puis il a constitué son équipe en s'adressant aux hommes les plus sûrs, exposant à chacun les énormes risques encourus. Tous ont lu les affiches allemandes. Tout endommagement des moyens de transmission sera puni de peine de mort. Tous donnent pourtant leur accord. 2 avril 1942, l'équipe est constituée. 2 vérificateurs, l'un au centre Paris-Saint-Amand, Lobro, l'autre au centre de la Ferté-sous-Jouarre, Fugier. 4 techniciens de ligne, Guillou, Matron, Abscheid, Levavasseur. Dans un premier temps, il faut acheminer en toute discrétion près d'1 tonne de matériel dans la cave de Noisy-le-Grand. Le 15 avril 1942, l'incroyable entreprise entre dans sa phase cruciale. Ce jour-là, Keller interrompt 2 circuits sur le câble Paris-Metz, créant ainsi un défaut artificiel. Aussitôt, la Fellschaftabteilung, l'unité spéciale des communications de la Wehrmacht, appelle le service des dérangements pour que Keller fasse effectuer au plus vite la réparation. C'est donc, muni des autorisations officielles, que l'ingénieur part avec son équipe à la recherche du point de rupture, qui n'a aucun mal à trouver puisqu'il a été provoqué par Keller lui-même. Évidemment à Noisy-le-Grand, devant le pavillon occupé par Édouard Young. Le matin du 16 avril, les fouilles commencent. Le câble se trouve à environ 1,20 m de profondeur. Pour donner le change, 2 tranchées sont creusées à côté de celle dans laquelle il va falloir travailler. Le lendemain, en fin de matinée, un officier allemand vient suivre les travaux. Rassuré par le zèle des Français, il repart aussitôt.
Pour plus de sécurité, Keller a décidé que la dérivation s'effectuerait de nuit. Un peu avant 21h, Keller descend dans la tranchée, accompagné de Guillou et de Matron. Prévenu, Combo arrive sur les lieux. Dans la soirée du 18, je viens rejoindre l'équipe sur le chantier. Une tente d'intempéries a été disposée dans la fouille centrale, afin de masquer les travaux et de filtrer l'éclairage dispensé par les lanternes pour que les lueurs trop vives ne provoquent l'intervention des patrouilles allemandes, obnubilées par les consignes de camouflage. Une longue nuit commence. Le câble Paris-Metz est composé de 376 fils de cuivre solidement protégés. L'enveloppe externe du câble est ouverte. Les cartes choisies sont dégagées, puis incisées à leur tour, pour parvenir au circuit désigné par Keller à partir de son carnet de fils. Par précaution, les services allemands changent fréquemment la destination des circuits. Un circuit affecté pendant 1 mois à un organisme l'est le mois suivant à un autre. Toutes les modifications sont portées sur le carnet de fils, soigneusement tenu à jour et mis à la disposition du petit nombre de personnes qui en ont absolument besoin pour leur travail. Keller est de cela. Avant de couper les fils, Keller prend contact par la ligne de service et reste en liaison permanente avec les vérificateurs des 2 stations de surveillance qui encadrent cette section du câble. Lobro, à Paris-Saint-Amand, et Fugier, à La Ferté-sous-Jouarre. Ceux-ci doivent déconnecter un à un les circuits de l'exploitation, le temps nécessaire à leur coupure et à leur dérivation, afin d'éviter des variations trop visibles. En feignant une tranquillité routinière, les 2 vérificateurs vont arguer d'un contrôle de mesure pour pouvoir opérer sous le regard des techniciens allemands qui les surveillent. C'est dans ces conditions qu'ils vont devoir, toute la nuit, suivre les consignes de Keller, qui leur indiquera au fur et à mesure les circuits à suspendre. La moindre erreur se détecterait dans les autres centres d'amplification. Dans la fosse, les 3 hommes travaillent sans un mot. La tension est extrême. Guillou et Matron dénudent, coupent, épissurent, soudent, suant d'efforts et d'angoisse. Sur la route, Combo fait le guet. De temps en temps, passaient près de nous quelques motos d'estafette allemandes. À tout instant, les feux qui sortaient de la tente mal jointe et qui illuminaient la cime des arbres risquaient d'alerter les guetteurs d'une batterie de DCA de la Wehrmacht située à 300 mètres. Soudain, catastrophe. Une manœuvre trop rapide fait varier une constante électrique. À Paris-Saint-Amand, Lobro voit la gorge nouée, l'appareil de mesure s'emballer. Heureusement, le surveillant allemand somnole. Lobro, angoissé et impuissant, fixe son écran. Sous la tente, les techniciens font tout ce qu'ils peuvent pour réparer coûte que coûte au plus vite l'isolement responsable. Au bout d'un quart d'heure sans fin, le vérificateur retrouve son souffle quand l'aiguille rejoint la zone de sécurité. « 3 heures du matin. 55 grands circuits sont dérivés. À La Ferté-sous-Jouarre, imperturbable, Fugier de son côté déconnecte et reconnecte les lignes devant des Allemands endormis. Sur la route, Combo vit les heures d'angoisse de plus en plus longues qu'égrènent le clocher de Noisy-le-Grand. 4h20 du matin, Guillou et Matron effectuent les dernières épissures. 4h40, la dérivation est terminée. 70 grands circuits, de la Wehrmacht, de la Gestapo, de la Kriegsmarine et de la Luftwaffe sont détournés. Les 3 hommes refont surface, totalement épuisés.
Le lendemain, Sueur et un spécialiste des transmissions arrivent au pavillon pour accorder les fils aux amplificateurs et brancher les écouteurs. Avec angoisse, les 2 techniciens effectuent les premiers essais. La table d'écoute est prête. L'installation va-t-elle fonctionner ? Vous venez d'écouter le 3e Reich sur table d'écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Le 3e Reich sur table d'écoute est un podcast coproduit par Initial Studio et Label Images, adapté du documentaire audiovisuel Hitler sur table d'écoute, produit par Label Images et réalisé par Laurent Berger et Marie Gattard. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Alix Martineau.